Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur RTI 1 pour votre rendez-vous dominical de référence, le Club de la Presse. Pendant environ 1 heure en direct, nous allons décrypter l'actualité politique nationale avec rigueur, hauteur et responsabilité. Ce soir, 2 sujets majeurs, 2 thématiques au cœur du débat politique ivoirien cette semaine. En premier lieu, décryptage de la conférence de presse du PDCI RDA donnée par son secrétaire exécutif en chef adjoint. Une sortie très attendue dans un contexte politique marqué par les récompositions, les enjeux de leadership et les perspectives électorales. En second lieu, la CEI et son bilan effectué par le président de l'institution Ibrahim Coulibaly Kuibiar cette semaine, à l'heure où la consolidation du processus électoral demeure un pilier de notre démocratie. Quel regard porté sur l'action du président de la commission électorale indépendante? Pour en débattre, un plateau d'exception avec Jérôme Dry, journaliste au Nouveau Réveil. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On vous aurait confondu à un Yoruba ce soir. Sylvain Guédé-Debailly, vous êtes journaliste, éditorialiste et chroniqueur d'envergure internationale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Ahmed. Merci d'avoir répondu. Bonsoir à tous les Ivoiriens qui ont fêté la Saint-Valentin hier. D'accord. Et à nos chéris que nous les aimons. Pas qu'elle s'inquiète. Déclaration d'amour sur ce plateau. Il y a eu une forte pluie hier pendant la Saint-Valentin. On espère que les gens ont pu célébrer comme il se doit. Lancine Bakayoko, vous êtes journaliste à RTI 1, dont vous êtes le chef du service économie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Louis. Merci de répondre avec promptitude à nos invitations. Alafé Wakili, journaliste directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir. Oui, bonsoir. Il a parlé de la Saint-Valentin tout à l'heure. Je renchéris, dit-on. Puis je souhaite bonne fête à toutes les femmes, à tous les couples, et en particulier un coucou à mon épouse, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Ah d'accord, ça en fait des déclarations. Prompt rétablissement à votre épouse, bien sûr, au nom de tous nos téléspectateurs. Merci à vous quatre d'avoir répondu à notre invitation. Notre reporter Davis Oyo assurera le suivi terrain et les éléments de contextualisation. Madame, messieurs, installez-vous confortablement, place au générique. Nous ouvrons donc le débat avec le PDCI RDA, formation historique du paysage politique ivoirien, avec la récente conférence de presse du secrétaire exécutif en chef adjoint qui a suscité analyse, interrogation et parfois controverse. On plante le décor avec Davis Oyo. Après une année 2025 jugée tumultueuse par les militants, le PDCI RDA réalise son diagnostic et se projette. À l'occasion d'un petit déjeuner de presse tenu ce mercredi 11 février 2026 au siège du parti, le secrétaire adjoint en chef et par ailleurs porte-parole du parti, Brédoumi Soumaïla Kouassi, dévoile une feuille de route axée sur l'apaisement national et une réorganisation interne et profonde du PDCI RDA. Au menu, solder les contentieux nés des scrutins passés, obtenir la libération des militants incarcérés, garantir la réinscription des Tidjane Thiam sur les listes électorales, une vaste consultation de la base au sommet. À ce niveau, plus de 300 dossiers de propositions ont déjà été réceptionnés par le secrétariat exécutif. La célébration de l'an 80 du PDCI RDA et la préparation des échéances futures, notamment celle de la reprise de l'élection législative, a tout maudit. Un comité scientifique sera prochainement chargé de traduire ces diagnostics en un chronogramme d'action concrète selon le porte-parole du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Brédoumi Soumaïla Kouassi sollicite également un dialogue direct avec le gouvernement. L'idée, décrisper l'atmosphère entre les partis politiques d'opposition et l'exécutif. Ces discussions du secrétaire adjoint en chef du PDCI RDA avec la presse interviennent quelques jours après la sortie de Valérie Yapo, militante du parti, qui réclame la démission de Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. Retour sur le plateau du Club de la Presse. Messieurs, vous l'avez vu dans cet éclairage de Davis Oyo, dans cet élément. Une conférence de presse organisée par le secrétaire adjoint du PDCI RDA, Brédoumi Soumaïla. Quel est le but, selon vous, de cette conférence de presse? Sylvain Guédé-Debailly. Non, c'était... Et c'est une réponse à certains militants du PDCI RDA, comme on l'a vu tout à l'heure, ou
il y avait un enjeu plus important derrière cette conférence? Non, Bredoumi, c'est le porte-parole du PDCI. Ce n'est pas la première conférence qu'il tient. Puis, depuis l'année 2026, on ne l'avait pas encore entendu. Donc, il y a eu cet épisode de la prison, enfin d'abord du retour, de son arrestation, puis de l'emprisonnement. Et il sort de prison, il remporte l'élection législative. Et puis, au même moment, il y avait ce bouillonnement au PDCI qui sort des législatives, on va dire, quelque peu fragilisées. Et donc, il fallait une voix d'autorité. Et celle de Bredoumi était la bienvenue pour que, au sein du PDCI, on puisse peut-être se rassurer ou avoir des nouvelles, comme on le dit chez nous, des nouvelles fraîches du parti. Il a fait cet exercice, toujours avec le même ton et la même tonalité qu'on lui connaît. Mais est-ce que dans ce tumulte-là, est-ce que ce discours nouveau qu'il tient là, est-ce qu'il a convaincu? Est-ce qu'il a convaincu au-delà du PDCI? Est-ce qu'il a convaincu au sein même du PDCI? Je veux dire que, bon, à mon avis, bon, c'est le secrétaire exécutif en chef et le porte-parole du parti. Et donc, sa voix devait quand même être une voix d'assurance. Mais les propos qu'il a tenus, je crois, à mon avis, qu'il a essayé de ménager les uns les autres sans vraiment chercher à offenser. J'ai entendu dire sur la sortie de Valérie Yapo qu'elle gagnerait à s'aligner parce qu'elle a déjà mené des actions et puis tout cela n'a pas eu l'écho qu'elle souhaitait. Donc Valérie gagnerait à rentrer dans les rangs et que pour l'instant, c'est Tidjane Thiam qui détient la majorité au sein du PDCI et qu'elle devrait se conformer à ça. Il est même allé plus loin en disant que c'est parce que le PDCI est vraiment un parti démocratique que de telles choses peuvent s'observer. Mais dans la nouvelle nomenclature, ou alors dans le nouveau PDCI qui arrive, il y a même déjà des militants, des cadres qui proposent que le président ait des prérogatives pour pouvoir sanctionner ce genre de comportement chaque fois qu'un cadre, que de s'adresser à la direction du parti, préférera s'étaler sur les réseaux sociaux. Bon, il a dit beaucoup de choses, mais je pense que juste après lui, j'ai suivi Ange Dagaré Dasso, qui est le directeur de cabinet du maire de Cocody, donc un proche du maire, qui lui pense que Bredoumi a certes parlé, mais c'est comme si on disait chez les Malinqués, il a présenté la cola avec, comment il dit ça, la moitié, la moitié de la cola. Il n'a pas touché le cœur des problèmes. Voilà, semblait-il dire, parce que je crois que quand on les écoute, quand on écoute les différents cadres du PDCI, je dirais que la sérénité n'est pas encore revenue. Mais un jour, il faudra que la sérénité revienne et je pense qu'il appartient au cadre de se mettre au-dessus de la mêlée pour pouvoir régler. Si c'est vraiment des problèmes de personnes, j'espère qu'ils pourront se mettre ensemble et puis pouvoir les régler. Sinon, si c'est autre chose, on verra bien comment tout cela va se terminer. Lansine Bakayoko, votre avis sur cette sortie devant la presse de Soumaïla Bredoumi? J'observe que Bredoumi avait le ton tempéré. Par le passé, il avait toujours le verbe haut. Et donc, il y a des raisons d'espérer qu'il est revenu à de meilleurs sentiments. Maintenant, sur le fond du discours, je pense qu'il a fait un mauvais diagnostic. Pourquoi? Il a fait un mauvais diagnostic parce que, comme Ange Dagaré l'a dit, il n'a pas donné l'impression d'avoir écouté toutes les parties prenantes à cette crise entre guillemets. Il avait un parti pris manifeste pour le président Tidjane Thiam. C'est vrai qu'il est le mandataire de Tidjane Thiam, mais je pense que dans un parti dit démocratique, il est essentiel qu'on écoute toutes les parties. Et j'observe également qu'il a parlé de restructuration du parti. Et c'est ce que nous disons tous les jours. Nous avons pensé que l'élection du président Tidjane Thiam à la tête du PDCI a été entachée d'irrégularités. Bon, ils sont allés dans le mur et ça n'a pas marché. Parce qu'on ne peut pas
construire un immeuble sur du sable mouvant. Or, c'est ce qu'ils avaient voulu faire. Aujourd'hui, le PDCI est à la croisée des chemins. Le parti est en train de se rétrécir, s'amincir de jour en jour. Il y a une sorte de désenchantement en son sein. Il y a des ronronnements un peu partout. La preuve, les 3 députés maires ont donné de la voix. Même si le PDCI en son sein tente de minimiser l'impact de ces récriminations. Mais je crois que le PDCI devrait, à mon avis, songer à faire une restructuration, mais une restructuration en profondeur. Parce que la nature de la défiance est profonde. Vous avez vu Valérie Apo qui demande qu'on organise la démission, en tout cas un nouveau leadership au PDCI RDA. Moi, je ne suis pas membre du PDCI, mais je pense qu'il faut à tout le moins donner un leadership légitimé. C'est-à-dire qu'il faut chercher à donner un leadership qui soit reconnu de tous. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et puis l'autre défi, c'est aller au rassemblement. Il y a trop de grands défis. Les gens du Billon qui sont hors du système. Il y a d'autres personnes à qui qu'on a excommunié. Je crois que tout ça ne peut pas donner la force au PDCI. Or, moi, je pense que dans nos systèmes démocratiques au jour d'aujourd'hui, le PPACI qui n'existe quasiment plus, il nous faut un parti fort. Et je crois que c'est le PDCI qui a les meilleures dispositions aujourd'hui de constituer une sorte de contre-pouvoir, une sorte d'alternative crédible au RHDP qui est au pouvoir. Parce que nous ne voulons pas de la pensée unique, nous voulons une pensée alternative. Et cela peut être incarné par le PDCI RDA. C'est pour ça que je pense qu'il faut que le PDCI, le président Tidjane Thiam, reprenne le PDCI en main s'il venait à être confirmé, parce qu'il ne peut pas éternellement rester à 6000 km et vouloir diriger le PDCI par visioconférence ou même par des coups de téléphone. Il faut qu'il soit sur le terrain. On me dit qu'avant lui, d'autres leaders ont fait la même chose, mais les temps ont changé, les choses ont évolué. Il faut être à l'ère du temps. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, il y a les réseaux sociaux. Et il faut aussi que Bredoumi, c'est vrai, il a fait preuve de tempérance, mais il faut qu'il continue dans ce sens. Il faut qu'il continue dans ce sens parce qu'il est appelé à faire du rassemblement. À faire du rassemblement. Et puis je termine par là, il a demandé l'ouverture d'un dialogue avec le gouvernement. Je ne dirais pas que c'est prétentieux, mais je pense qu'il devrait ramener les choses à leur juste valeur. Parce que le PDCI qui veut négocier, mais il peut négocier avec le RHDP. Bon, maintenant, si c'est une négociation en vue de rentrer dans un gouvernement d'union nationale, bon, je pense que c'est peine perdue parce que le président Alassane Ouattara a déjà dit que le gouvernement national, il n'en est pas tellement friand. Et puis, quand on parle de gouvernement d'unité nationale, le pays, la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. La Côte d'Ivoire est dans une voie normale. Et donc, à mon avis, il n'y a pas de raison qu'on exige de discuter avec le gouvernement. Mais avec le RHDP, je pourrais demander une certaine ouverture de ce parti pour qu'on puisse pas apaiser, mais créer un sentiment de rassemblement autour de la mère patrie. Jérôme Dri. Il faut indiquer que pour cette première sortie de l'année 2026 du porte-parole, il y avait des sujets très précis sur lesquels il a voulu donner l'avis et la position du PDCI-RDA. Le premier sujet, c'était d'abord au niveau de l'absence du président Tidjane Thiam, qui depuis quelques mois est à l'extérieur. Le porte-parole a été très, très clair sur cette question. Cela peut s'avérer comme un choix stratégique. Il a même indiqué dans ses propos que le président est hors du pays pour esquiver plusieurs situations. Et la chose étant faite, aujourd'hui le président, le PDCI s'organise pour que le président revienne. Mais l'absence du président du PDCI n'empêche pas l'évolution ou la marche du PDCI-RDA. Il ne faut pas oublier que le PDCI, c'est une grosse machine qui a près de 80 ans sur la scène politique. Donc aujourd'hui, le PDCI étant bien organisé avec des tests, le secrétaire exécutif en chef étant là, qui fait l'animation. Parce que ce qu'il faut comprendre des partis politiques, au niveau des partis politiques, il y a le président qui essaie d'impulser la vision et il y a les animateurs qui sont au sein de ce parti-là. Donc l'absence du président peut pas bloquer la marche de ce parti comme le PDCI-RDA. Et le porte-parole
a indiqué cela. Il a même dit que le président, étant là-bas, continue de pouvoir orienter, administrer le parti. Deuxième chose sur laquelle il a insisté aussi, c'est la redynamisation du PDC-RDA, qui va aboutir à la convocation d'un bureau politique. Et ce bureau politique va convoquer un congrès très bientôt, parce que il a souligné que les tests du PDC aujourd'hui sont dépassés. Certains tests sont très lourds à comprendre. Il faut toiletter ces tests-là. Et c'est un congrès que cela est possible. C'est pourquoi il y aura un bureau politique. Et il ne faut pas oublier que le PDC a lancé un appel aux suggestions. Les militants ont commencé à se manifester. Donc ce sera la suite, ou bien durant la fin de ce processus-là, ils iront à un congrès pour pouvoir toiletter les tests. Et puis, il a indiqué aussi, concernant le dialogue, il a lancé un appel au gouvernement. Le PDC ne peut pas discuter avec le RHDP. Ce n'est pas le RHDP qui administre la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le RHDP qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est le parti au pouvoir, mais ce n'est pas avec le RHDP que le PDC va discuter des questions de libération des prisonniers, des questions de dialogue politique. Ce n'est pas le RHDP que le PDC peut discuter. Le PDC discute avec ceux qui ont ce pouvoir de pouvoir gérer certains problèmes administratifs. C'est avec cela que le PDC discute. Et puis à la fin, il a souligné aussi le cas de Valérie Yapo, qui est aujourd'hui devenu redondant. C'est vrai, Valérie Yapo, sa voix est inaudible, il faut le dire. Quand elle parle maintenant, qui écoute Valérie Yapo, ce qu'elle dit, ça n'a aucun impact sur le parti. Le porte-parole a indiqué que Valérie Yapo aujourd'hui fait partie de cette minorité qui a toujours tenu le même discours parce qu'elle ne reconnaît pas le leadership du président, mais la majorité des militants pour le président Tidjane Thiam. Donc les sorties de Valérie Yapo aujourd'hui, ça donne l'impression de quelqu'un qui est là-bas, qui est dirigé par une calculette et qui chaque fois sort. Mais cela n'a aucun impact. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le PDCI voudrait qu'il y ait un dialogue entre le PDCI et le gouvernement pour aplanir certains problèmes, et cela permettra au parti de mieux fonctionner sur l'échiquier national. C'est bien compris. Alafé Ouakili, le secrétaire général adjoint du PDCI RDA et porte-parole du parti, a mis cette année 2026 sous le signe de la restructuration du parti avec la reconquête du pouvoir. Est-ce que vous pensez que la sortie de cette semaine, pendant cette semaine, lors de cette conférence, justifie amplement cette assertion? Je ne sais pas si ça justifie, mais ça entre dans cette dynamique. On peut aussi profiter pour souhaiter bonne heureuse année, bon retour, et puis félicitations au porte-parole qui a été élu et se réjouit de sa liberté. Et noter qu'il reprend le service, il est rentré, on est mieux que chez soi, il est rentré, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il souhaite cela pour le président Thiam, pour qu'il rentre aussi. Maintenant, par rapport à votre question, moi, j'ai vu que mes co-débatteurs, surtout Lassina Bakayoko, a noté que le ton a changé. Peut-être, mais le fond n'a pas changé, les postures restent les mêmes. Il y a Jérôme Indri qui dit que non, il n'est pas question de discuter avec un parti politique, il est question de discuter avec le gouvernement. C'est-à-dire, les préalables restent, les postures restent, rien n'a changé. Il y a 6 mois, c'était déjà ça. On discutait, il y a un groupe de l'opposition qui discutait, le RHDP, le PDC a dit non, nous on veut discuter avec le gouvernement, on veut parler au président de la République. On n'a rien à foutre avec le RHDP. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et on nous dit c'est un appel solennel au dialogue, c'est un ton apaisé. Je ne vois pas où est l'apaisement. Maintenant, la question qui a fâché, il y a 2 ou 3 questions qui ont fâché, elles sont là. Inscrits, bon, ça c'est entre militants du PDCI que M. Thiam soit présent ou pas. Maintenant, la présence de M. Thiam sur la liste électorale ou la révision de la liste électorale, la candidature du président Alassane Ouattara, qui est maintenant élu, qui est président de la République, on n'a pas entendu, en dehors de prendre acte du bout des lèvres, en dehors d'entrer dans la République, d'aller aux législatives, de participer à la cérémonie de vœux, il n'y a pas une déclaration solennelle qui dit, écoutez, on s'est battu, on a dit des choses, pour nous, ça est derrière. Le président Ouattara est président, il incarne la légitimité, la légalité, les présidents de tous les Ivoiriens. Mais on discute avec quel gouvernement même? Est-ce qu'on l'a formellement, est-ce qu'on l'a reconnu par une déclaration, ce gouvernement? Bon, ce n'est pas nécessaire, il avance ce gouvernement. Mais vous voulez discuter avec un gouvernement de 4e mandat illégal? Je veux savoir,
la discussion se fait sur quelle base? Est-ce que le gouvernement peut demander une reconnaissance formelle de sa réalité? Est-ce qu'ils sont prêts à cela? Parce que le gouvernement peut dire non, vous considérez qu'on est dans l'illégalité. Vous voulez discuter avec nous. Donc nous, on ne peut pas, vous aussi, vous ne nous reconnaissez pas. Donc vous êtes des fauteurs de troubles ou bien vous portez atteinte aux institutions. Donc il faut clarifier les questions qui fâchent. Il faut se prononcer sur les questions qui ont divisé et créer un cadre d'apaisement et rassurer les uns et les autres pour qu'on avance. Sinon, il y aura des discussions. Il ne s'agit pas de remuer le couteau dans la plaie, mais il s'agit de dire que nous ne devons pas avancer avec hypocrisie. Nous devons affronter les problèmes et puis accepter tous les cadres de discussion. Il ne faut fermer aucun cadre de discussion. Il ne faut fermer aucun cadre de discussion entre Ivoiriens, entre Ivoiriennes, entre acteurs politiques. Se fermer un cadre de discussion, c'est déjà refuser la discussion selon moi. D'accord. Sylvain Guédé-Débailly, est-ce qu'avec un PDCI qui est en ce moment en train de perdre des militants avec des dissidents, qui a perdu beaucoup de sièges au Parlement et avec certaines guéguerres à l'intérieur, est-ce qu'on ne pourrait pas l'interpréter comme un parti affaibli qui manque aujourd'hui d'afficher une certaine crédibilité aux yeux de ses militants et même ailleurs? Je ne pense pas que le PDCI soit un parti affaibli. Le PDCI était parti peut-être en crise, mais pas affaibli, parce que tout son potentiel est là. Tout son potentiel est là. Est-ce qu'on peut objectivement se baser sur le résultat sorti de l'élection présidentielle pour dire que le PDCI est affaibli? C'est vrai qu'il y a eu une régression, mais tout cela s'est passé, à mon avis, dans un environnement quelque peu hostile. Voilà, cette hostilité a été d'abord à pour source le PDCI lui-même, et puis pour deuxième source son adversaire au pouvoir, voilà, qui a tout mis en œuvre pour que le résultat soit celui-là. Donc le PDCI était parti en crise, et moi je pense que comme une mère poule, le président du PDCI devra songer à revenir dans son pays. Parce que, vous voyez, je prends l'image de la poule, de la mère poule. Quand elle n'est pas là, les poussins, chacun va de son côté chercher sa pitance. C'est le cas du PDCI aujourd'hui, en quelque sorte. Donc, la présence du président peut, à mon avis, rassurer à plus de 50% ceux qui, aujourd'hui, ne comprennent pas la ligne de leur parti. Et donc, il doit songer à revenir. Revenir parce que Bredoumi avait pratiquement les mêmes griefs vis-à-vis du pouvoir, je vais dire. Mais il est revenu, il a pris son courage, il est revenu. C'est vrai qu'il y a eu souterrainement des négociations. Il revient, il fait la prison, mais après tout, il y a une certaine pression. Et puis bon, il sort de prison. Donc, je crois que le président du PDCI doit se dire que pour avoir le pouvoir ici en Côte d'Ivoire, ça ne sera pas sur un plateau d'or. Pour avoir le pouvoir, il faudra qu'il aille vraiment au charbon, y compris en acceptant d'être emprisonné. C'est cela qui va lui donner de la légitimité, parce que la psychologie ivoirienne est telle que les Ivoiriens, là, ils aiment ceux qui luttent et ceux qui s'engagent pour eux. Il ne va pas être toujours à 6000 km. Voilà les conséquences de la gouvernance, comme dirait mon frère Bakayoko, par visioconférence, par e-gouvernement. Vous comprenez? Non, on ne dira pas qu'il sera forcément emprisonné. Le président Alassane Ouattara n'a pas fait la prison. Oui. Non, écoutez, moi je pense que tout cela se passe parce qu'il n'est pas là. Parce qu'il n'est pas là. S'il était là, il y a des problèmes qu'on ne verrait même pas, qu'il aurait pu étouffer. Et puis, ce qu'on lui demande, c'est de faire preuve d'ouverture. Et ce que je ne comprends pas d'ailleurs, je crois qu'il a intégré cela, qu'il a intégré le fait que il faut écouter tout le monde, aussi bien les cadres que la base, de sorte qu'il a ouvert une sorte de dialogue, peut-être par le bas. Il demande à tous ceux qui ont des griefs de les recenser, et puis peut-être de les documenter.
puis de les faire parvenir. Et c'est en ce moment-là qu'on assiste à une certaine guéguerre. C'est quand même difficile à comprendre, mais je pense aussi que au niveau du PDCI, les cadres doivent se donner un objectif. Est-ce que l'objectif, c'est la conquête du pouvoir, ou alors l'objectif, c'est de contrôler le PDCI? Si c'est la conquête du pouvoir, je crois qu'il y a des problèmes mineurs qui peuvent surmonter et puis aller dans le bon sens. Très bien. Lansine Bakayoko, est-ce que cette conférence de presse, c'est le début de la résilience au PDCI RDA, ou qu'est-ce que cela pourrait être dans cette ambition de reconquérir le pouvoir d'ici à 4 ou 5 ans? Est-ce qu'on verra des militants venir tambouriner aux portes du PDCI RDA? En l'état actuel, je ne pense pas que des militants puissent venir tambouriner. Mais je voudrais juste faire quelques précisions d'abord. Tambouriner. Oui, parce que, voyez-vous, à la fin, tu dis que, bon, Bredoumi a continué d'avoir le fer entre les dents. Il n'a pas... Il n'est pas encore, il ne s'est pas encore dégonflé. Les mêmes postures. Il ne s'est pas encore dégonflé. Mais je crois que le pèlerinage qu'il a effectué à Yopougon au PPA... Donc tu te réjouis du fait qu'il a été emprisonné. Non, si, c'est ce que tu veux dire quand tu parles de pèlerinage. Moi, je constate... On ne fait pas un pèlerinage au PPA. S'il vous plaît, Jérôme. Je constate que c'était quelqu'un Moi, qui j'ai été, c'est un pèlerinage. il avait des propos extrémistes. Il était vindicatif. Il était d'une violence inouïe. Il était acariâtre. Et aujourd'hui, il est revenu. Est-ce que vous n'y allez pas un peu trop fort? Il est revenu de son pèlerinage aujourd'hui. Vous avez vu qu'il a adopté une posture républicaine. Parce que nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'opposition. Nous disons qu'il faut qu'il y ait une opposition, mais une opposition républicaine qui reconnaît les institutions, qui réfléchit avant de poser les mots, qui sait comment parler dans une politique. Mais ce n'était pas le cas avec Bredoumi. Vous avez vu qu'il parlait comme il voulait. Là, aujourd'hui, je suis d'accord, je suis heureux qu'il soit revenu à la raison. Maintenant, quant à la discussion qu'il demande, vous savez, la politique, c'est avant tout le rapport de force. Et quand je dis le rapport de force, je ne parle pas du rapport de force militaire, mais le rapport de force politique, c'est-à-dire qui est majoritaire sur le terrain. C'est ça le vrai rapport de force en politique. Il est évident qu'aujourd'hui, le PDCI n'a pas les moyens de sa politique. C'est un parti qui est en train de s'étioler fortement. Ça, il faut le reconnaître. Et quand on est dans cette posture, on n'en impose pas, on négocie. On négocie. Quand on sait qu'on n'a pas la majorité des Ivoiriens avec soi, on part avec humilité et on négocie. Donc un parti comme le RHDP qui est, depuis quelques années, est devenu une sorte de mastodonte et que le PDCI est rabougri, il faut procéder par négociation et par humilité surtout. Maintenant, sur le fond, si c'est dans la perspective, on va faire un peu de prospective, le PDCI, je pense qu'il a les moyens de rebondir. Mais on ne pourra pas faire du neuf avec du vieux. Et puis, vous savez, en droit, la forme commande le fond. Déjà, le leadership de Thiam, c'est un leadership contesté. Par qui? C'est un leadership qui aujourd'hui n'est pas reconnu de tous. Donc, je ne vois pas comment, par quel mécanisme, par quelle machination, on va relégitimer Tidjane Thiam et que ça va faire en sorte que ça va donner confiance aux Jean-Louis Billon, aux Valérie Apo et à d'autres qui avaient décidé de se séparer. Donc c'est ça qui me gêne. C'est pour ça, moi, j'ai dit que le fond ayant été biaisé dès le départ, il faut refaire tout ça pour faire un habit neuf, mais avec des personnes neuves, pas avec Tidjane Thiam, qui est aujourd'hui, clairement, les méchants disent qu'il est hors sol, mais moi, j'ai dit qu'il est déconnecté des réalités ivoiriennes et il ne peut pas continuer de gouverner le PDCI par visioconférence, comme je le dis, ou bien par télégramme, ou bien par des communiqués épistolaires. Non, ça, il faut que Tidjane Thiam revienne ici. Et comme Debaï l'a dit, la politique, c'est aussi la responsabilité, c'est-à-dire accepter d'aller de l'avant, accepter d'aller au charbon. On ne peut pas vous offrir tout dans des fauteuils douillés et dans des salons feutrés et on va aller prendre les choses pour venir vous remettre. Je crois que ça, si Thiam pense comme ça,
il devrait quand même revisiter sa position. C'est bien compris, Lansana Bakayoko. Jérôme Dri, est-ce que le PDCI, finalement, ne devrait pas changer de discours, ne devrait pas reconsidérer ses positions pour atteindre l'objectif de la redynamisation du parti et la reconquête du pouvoir? Mais quel discours le PDCI tient qui est en porte-à-faux avec sa démarche? Moi, je ne vois pas. Le même qu'il tient depuis oui, mais c'est plusieurs mois ou plusieurs années. Mais ce discours n'a nullement affaibli le PDCI-RDA. Demander le dialogue au gouvernement, ce n'est pas la mer à boire. On demande un dialogue au gouvernement et d'aucuns trouvent que demander le dialogue au gouvernement, c'est mauvais. Tout à l'heure, quand elle a fait indiquer qu'il fallait que le PDCI vienne produire une déclaration pour reconnaître le gouvernement, le PDCI n'a pas produit une déclaration pour reconnaître. Tiens, ou rien, pas de quatrième mandat. Est-ce que le fait de participer, si le fait de participer aux législatives, on doit supposer quoi? On doit supposer. S'il vous plaît, c'est Jérôme Dri. Ça engage. On suppose. Le PDCI, même si le PDCI ne produit pas une déclaration, mais ça s'impose au PDCI comme à tous les Ivoiriens. Dans 7 jours, on viendra prendre le pouvoir. Ce n'est pas dans 7 jours, je vais c'est ce qu'on appelle les discours politiques. Elles sont derrière nous. C'est ce qu'on appelle les discours politiques. Oui, mais quelqu'un même dans ce pays a dit quelqu'un dans ce pays a dit que je frapperai ce pouvoir, Boribo il tombera. C'est des discours politiques. Il ne faut pas lier les discours politiques à la marche politique des partis politiques. Les discours politiques, il faut contextualiser les discours politiques. Les discours politiques se tiennent à des moments précis. Non, il faut contextualiser les discours politiques. Donc je reviens pour dire que le PDCI n'a pas produit une déclaration pour reconnaître qui que ce soit, mais ça s'impose et au PDCI et à tous les Ivoiriens. À la preuve, le PDCI est un parti républicain, a participé même aux cérémonies de présentation de vœux. Et le porte-parole a indiqué, ils ont reçu une invitation en bonne et due forme, et le PDCI, en tant que parti républicain, a participé. Et ça, c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Même quand le général Guéhi, à l'époque du général Guéhi, les partis politiques étaient là, le PDCI qui venait d'être évincé, a participé. C'est quand il va prendre sa place à la CI? Non, ça c'est un autre débat. Tout à l'heure, on va arriver à la CI. Tout ça, c'est la même chose. Donc je dis que c'est une belle transition avant la transition. Je reviens pour dire que l'absence du président Thiam, contrairement à ce tableau noir que Bakayoko veut dépeindre pour dire qu'il y a une crise profonde au PDCI. Non, il n'y a pas de crise profonde au PDCI. Regardez, le parti fonctionne. Le parti fonctionne clairement, même à l'absence du président. Mais le porte-parole dit, et je reviens encore sur le porte-parole dit, quand ils vont estimer, le PDCI va estimer que les conditions sont réunies pour le retour du président, le président reviendra. Parce que le président est parti dans quel contexte? Il y avait un contexte d'hostilité à la veille des présidentielles. Donc il faut tenir compte de tout cela. C'est bien compris. Il faut tenir compte de tout cela. Je termine pour dire qu'aujourd'hui, le dialogue demandé ou exigé par les partis politiques de l'opposition au gouvernement, je pense que c'est au gouvernement, comme Lalavé l'a dit, de ne pas fermer une seule porte de discussion. Depuis longtemps, ce n'est pas un débat nouveau, mais ce n'est pas un appel nouveau. Le PDCI a toujours indiqué, le PDCI étant un parti de dialogue, a toujours invité le gouvernement à ouvrir le dialogue pour aplanir tout ce qui est différent politique. Mais ce n'est pas au RHDP qui est un parti politique né récemment derrière le PDCI-RDA qui pourra apporter une solution aux problèmes politiques. C'est le gouvernement qui peut apporter ces solutions. On vous a compris. Alafi Ouakili semble ne pas être de votre avis, dites-nous. Je ne suis pas de cet avis parce que c'est cette posture qui a bloqué. Cette posture-là qui a bloqué. Et ça a divisé l'opposition et ça a radicalisé. Ça les a même divisés au niveau de la CAPSI. Simone Gbagbo... Oui, mais ça n'a rien apporté, ceux qui ont discuté avec le RHDP. Si vous étiez dedans, vous êtes sûr que ça... Pour vous, l'a apporté quoi? Votre refus l'a apporté quoi? Mais le RHDP peut apporter quoi? Un an après, non, aujourd'hui, votre posture a apporté quoi? En dehors de l'exil et de tout le reste. C'est le journaliste. Vous, votre posture a apporté quoi? Non, la posture du PDCI, la posture du PDCI a apporté quoi? Puisque vous dites... Puisqu'il n'y a pas eu de dialogue. Non, mais si vous étiez dedans, vous êtes sûr que ça n'aurait rien donné. 1. 2. Vous, votre position de non-dialogue a donné quoi? Parce que vous avez refusé... Le PDCI n'a pas dit de non-dialogue. Vous, votre position de refus du dialogue avec le RHDP a donné quoi? Absence de dialogue. Eux, ils ont eu un début de dialogue que vous avez boycotté, que vous n'avez pas soutenu, vous les avez soupçonnés d'être des traîtres. Il faut assumer ça aussi. Oui, mais vous êtes séparés. Êtes-vous sûr que si vous étiez dedans, pendant qu'eux, ils étaient en dialogue avec le RHDP,
avec la caution du gouvernement. Donc, quand le RHDP même allait pour dire, écoutez, laissez le formalisme. Nous sommes 6 ici, c'est peut-être autant de membres du gouvernement, 6 membres du gouvernement. Peu importe la casquette, que ce soit RHDP ou gouvernement, considérez que vous serez entendus. C'est ce que le RHDP leur a dit. Vous n'avez pas voulu écouter ça. Ils se sont surestimés. Mais à la fin, je suis non, il y a eu plusieurs phases de dialogue en Côte d'Ivoire. le dialogue selon vos conditions. On doit faire le dialogue à vos conditions. C'est-à-dire que les mêmes membres du RHDP qui vont à la CAPSI, Simon là, vous voulez qu'ils enlèvent, c'est les mêmes, qu'ils enlèvent leur étiquette RHDP, vous voulez aller les voir, que ce soit Touré Mamadou, que ce soit Anouloto, que ce soit... Vous voulez aller les voir autour de Wagondo, les mêmes, au nom du gouvernement. Mais quand ils viennent vers vous pour dire ils sont RHDP, vous les chassez. Vous dites non, on ne veut pas. On vous veut avec votre casquette de membres du... C'est les mêmes personnes. Il y a de plusieurs phases de dialogue qui ont été engagées. Il faut... C'est pour ça que je dis que rien n'a changé. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on veut changer? Rien n'a changé. Ils veulent discuter maintenant parce qu'ils ont cru que c'était des éléphants, mais ils se sont rendus compte qu'ils ne sont je suis Mais en fait, rien n'a changé. Il faut saisir toutes les opportunités de dialogue. Mon cher Ahmed, Mais c'est les mêmes personnes, c'est pas l'étiquette. Mais c'est les mêmes personnes, c'est pas l'étiquette. Laissez les étiquettes. Laissez les étiquettes. C'est souvent les mêmes personnes, laissez les étiquettes. Les préalables ne donneront rien. Du point de vue de la Constitution même, le président de la République est président du RHDP. C'est permis par la Constitution. Vous êtes en train de dire que quand vous discutez avec le RHDP mis en mission par le président du RHDP qui est président de la République, vous perdez votre temps. On perd son temps. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a eu plusieurs phases de dialogue. Bonne chance avec le gouvernement. Bonne chance avec le président de la République. Je ne peux pas encourager ça. Bonne chance. Je ne peux pas vous encourager dans votre voie là. Je ne peux pas encourager le PDCI dans sa voie. Il faut être surpris. Moi, je ne peux pas, au nom de la vérité, pour ce que je sais, je ne peux pas encourager le PDCI dans cette voie. C'est comme si... Finalement, les autres, là, ce qu'ils disent, là, ça ne sert à rien de discuter avec Bredoumi, ça ne sert à rien de parler avec Blessi. Nous tous, on veut parler avec Thiam. C'est comme si tout le monde dit, c'est comme si au PDCI, on dit, vous parlez avec Bredoumi, c'est 0. Vous parlez avec Blessi, c'est 0. Allez-y, parler avec Thiam. Oui, mais c'est ça. Ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous êtes en train de dire que ça ne sert à rien de parler avec le RHDP? Il faut parler avec le gouvernement ou le président de la République. De la même manière, les gens vont vous dire ça ne sert à rien de perdre son temps à bavarder les députés, les maires du PDCI. Il faut aller parler avec ça lui-même directement. Merci, c'est la même chose. Merci, monsieur, pour ces analyses approfondies après la vie interne du grand parti politique qu'est le PDCI-RDA qui a déchaîné les passions sur ce plateau. Maintenant, nous nous intéressons à une institution clé de notre démocratie. À la tête de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibiar incarne depuis plusieurs années la gestion du processus électoral ivoirien. Transparence, fiabilité, inclusion, modernisation. Les défis sont immenses. Alors, quel est son bilan à la tête de l'institution? Réponse avec Davis Oyo en partie. 2019-2026, 7 ans qu'il est à la tête de la Commission électorale indépendante, CEI, organe chargé de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Le mercredi 11 février 2026, le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibiar, a dressé le bilan de l'institution depuis sa prise de fonction. La Commission centrale a conduit plusieurs opérations, entre autres 4 révisions de la liste électorale entre 2020 et 2025, 2 élections présidentielles en 2020 et 2025, 2 élections législatives en 2021 et 2025, les élections municipales et régionales de septembre 2023, les sénatoriales de septembre 2023, ainsi que des reprises de scrutin dans certaines circonscriptions. Un bilan jugé satisfaisant par le patron de la CEI. Ibrahim Coulibaly Kuibiar indique que ces scrutins de l'avis des observateurs nationaux et internationaux se sont globalement bien déroulés, contribuant ainsi à la consolidation de la stabilité institutionnelle de la Côte d'Ivoire. La journée bilan doit-elle être perçue comme un adieu du président de la CEI à ses collaborateurs? Que retenir du bilan d'Ibrahim Coulibaly Kuibiar à la tête de la Commission électorale indépendante? Que retenir du bilan du président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibiar, de ces 6 années de gouvernance de cette institution? La question est posée. Sylvain Guédé-Debailly, qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, tout à l'heure,
quand on a parlé du PDCI, on était allé un peu partout, un peu dans tous les sens, mais le problème du PDCI vient en particulier de la CEI. Et donc, moi, je voudrais d'abord m'associer... Cela vient contredire le bilan du président oui, mais Ibrahim Coulibaly. Je voudrais d'abord m'associer aux vœux qui ont été présentés au président de la CEI. C'est un homme que nous avons appris à connaître ces 6 dernières années depuis sa nomination. Mais cela dit, parlant de son bilan, bon, je crois que lui-même, il a fait son bilan. Et il n'a que dressé les bons points de son bilan. Oui, on peut les accepter, mais je pense, moi, personnellement, que le principal bilan qu'il devait avoir, c'était de savoir s'il a rassuré tous les Ivoiriens, parce que c'était là aussi sa mission. C'était là sa mission. Rassurer tous les Ivoiriens qu'on ne gagne pas une élection, qu'elle soit présidentielle ou législative, à la CEI, et qu'avec cette assurance-là, tout le monde peut aller dans une urne, faire son choix, et puis ce choix-là va être respecté parce que ça aura été le choix de quelqu'un. Mais j'ai vu, moi, chez le président de la CEI, M. Ibrahim Kubier, j'ai vu un homme en mission. J'ai vu un homme en mission. J'ai également vu un président intelligemment partisan. Voilà, parce que... C'est-à-dire? Oui, intelligemment partisan, parce que, vous voyez, c'est comme si quelqu'un qui venait, qui a une mission à accomplir, mais qui ne le fait pas savoir, et pour camoufler cela, il utilise son intelligence, du juridisme et tout ça, pour pouvoir convaincre. Et c'est ce que moi j'ai vu en lui durant toutes ces années. Parce qu'il y a aussi un autre fait. Jamais le RHDP au pouvoir n'a contredit Kubier. Et jamais Kubier aussi n'a contredit le RHDP. C'est comme si les deux partis-là étaient de connivence. C'est ce qu'on a observé. Et je dirais également que oui, il a un bilan, mais il y a aussi une autre partie du bilan qui ne plaide pas pour lui. Parce qu'on est parti, au moment où il arrivait, d'une CI qui ne rassurait pas beaucoup. Mais au moment où il entre en scène, il organise l'élection présidentielle de 2020 et on en arrive à l'élection présidentielle de 2025. Déjà à mettre dans la balance même les chiffres. Les chiffres le contrarient. Quand je prends l'élection présidentielle de 2025, j'avais vu que c'est au plus 4 millions d'électeurs qui sont allés aux urnes. Ça, ce n'est pas fait pour rassurer. Sur 8 millions d'électeurs, on a eu seulement 4 millions et le président Alassane Ouattara qui a été élu avec 3 millions de voix. Quand on arrive aux législatives, le parti RHDP gagne 197 députés, mais il recueille seulement 1 million, près de 1 million 100 000 voix. Où sont passés, entre-temps, tous ceux qui avaient voté le président Ouattara lors de l'élection présidentielle. Quand vous voyez, toujours dans les chiffres, quand vous voyez que le nord de la Côte d'Ivoire, on a eu des localités où on a près de 99% de taux de participation et qu'au sud, ici, dans les localités comme Cocody, on a 10% de taux de participation, sans que cela n'émeuve le président de la CEI. Je crois qu'on ne peut pas parler d'un bilan réellement satisfaisant. Parce que tout au long de sa gestion, c'est comme s'il avait créé deux Côtes d'Ivoire, une Côte d'Ivoire où des leaders sont acceptés, une autre Côte d'Ivoire où des leaders ne sont pas acceptés. Moi, je ne peux pas parler de bilan positif. Lansine Bakayoko, votre avis sur ce bilan pendant la cérémonie de présentation de vœux au président de la CEI. Est-ce que la CEI aujourd'hui, selon vous, sous Ibrahim Coulibaly Kuiber, inspire-t-elle davantage confiance? Alors, si vous me demandez de donner une note à Coulibaly Kuiber, je lui donnerai 10 sur 10. Parce que le bilan qu'il a établi et que moi j'ai vu, parce que je n'ai pas eu besoin de l'écouter, j'ai vu tout son parcours, c'est un bilan complètement satisfaisant, un bilan élogieux. Votre constat match avec ces dires? Oui, exactement. Mon constat est en concordance avec ce qu'il a dit. C'est vraiment un bilan élogieux. Quand on me dit que les gens ne se sont pas mobilisés, mais ça, ce n'est pas le rôle de la CEI de mobiliser les militants. Bien sûr, mais pourquoi il fait des campagnes? Ça, c'est le rôle des partis politiques de mobiliser les militants. Pourquoi il fait des campagnes de communication? Le président de la CEI s'assure de la régularité du scrutin et du respect du cadre normatif.
Voilà le travail de la CEI. La CEI n'a pas pour rôle de mobiliser les militants à venir voter. Et puis, dans le contexte ivoirien, quand on a des partis qui ont passé tout le temps à menacer, à invectiver les militants, ceux qui veulent aller voter, à discréditer le processus électoral, comment voulez-vous qu'on ait un pourcentage élevé? Donc on ne peut pas juger la crédibilité du scrutin ou de la CEI par le taux de participation. Vous avez vu que là où les taux de participation étaient faibles, c'est là où les violences orchestrées par l'opposition ont été les plus prononcées. C'est cela. Et puis, je voudrais ajouter que Coulibaly Kubié, c'est quand même le symbole de la résilience. Parce que n'a-t-on pas dit de lui? On l'a jeté en pâture. Et moi, je l'ai senti à un moment donné, pas affaibli, mais affecté. Parce que même dans son être propre, parce que imaginez, sa famille, avec tout ce qui se racontait, on tentait d'organiser on annonçait des expéditions punitives chez lui. Mais imaginez ses enfants à l'école, sa famille. Mais malgré tout ça, Kubié n'a pas abdiqué. Il a continué parce qu'il est au service de la République. Pour lui, la République est au-dessus de nos contingences personnelles. Et donc, malgré les menaces qui pesaient aussi bien sur le travail qu'il est en train de faire que sur son intégrité physique et même celle de sa famille, Kubié est resté figé, il est resté focus sur ses objectifs. Et les résultats sont là. Tous les scrutins se sont passés conformément aux règles. Quand on parle d'exclusion, mais Kubié, c'est pas d'intégrer ou pas, d'intégrer candidat, c'est pas d'intégrer. Il y a un cadre réglementaire. Là, je crois que c'est ce que Coulibaly Kubié a suivi. Et je crois que c'est quand même quelqu'un qu'il va falloir, à qui il faut rendre un hommage spécial. Pourquoi? Parce que, vous voyez, à un moment donné, les gens ont fait en sorte qu'il abandonne le navire. Il abandonne le navire. Ils sont sortis de la CEI, ils ont tenté de fossoyer cette institution, mais Kubié, ce n'est pas un homme politique. Donc, il ne faut pas le regarder comme un appendice, ou si vous voulez, il a parlé de connivence. Non, Kubié, c'est un technicien. Moi, je ne l'ai jamais vu arborer un habit d'homme politique, je ne l'ai jamais vu parler même politique, jamais. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il a fait preuve de résilience et les résultats sont là. Et je crois que c'est l'occasion pour nous tous d'aller à son école. Parce que demain, si quelqu'un a appelé, parce que le prochain président de la CEI ne pourra pas exercer s'il ne prend pas, disons, s'il ne va pas à l'école de Kubié. Parce que tout le monde a vu aujourd'hui que, aussi bien l'élection présidentielle, l'élection législative, toutes les élections qu'il a organisées, ces élections se sont passées, en tout cas dans l'exécution de façon claire et normale, propre. Et les anglophones disent fair election. Ce sont des élections justes et transparentes. Sauf quelques personnes qui avaient des intentions malsaines, qui avaient des velléités de venir tourmenter le processus électoral. Mais vous avez vu qu'il est resté des marbres et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est fière de lui. La Côte d'Ivoire, au moment où peut-être il s'en va, la Côte d'Ivoire devrait lui rendre un hommage mérité. Jérôme Dri, comment vous interpréterez ce bilan? Je voulais dire que si Bakayoko était un enseignant, il allait donner des notes trop complaisantes à ses élèves et il allait former des mauvais élèves. Ah oui, pourquoi? Parlant du bilan de Kubié, il faut le faire avec beaucoup de modération et moins d'émotion. Parce que quand on rentre dans les faits, dire que son bilan est élogieux, vraiment, cela peut choquer et ça tranche avec la vérité. Moi, on va aller pas à pas pour regarder de près ce bilan. On parle des révisions de la liste électorale. Il y a eu trois révisions de la liste électorale sur les 6 ans. Alors que le Code électoral, dans son article 6, dit que la liste électorale doit être tenue annuellement par la Commission électorale. Ça n'a pas été fait. Avec 6 révisions, Kubié n'a fait que 3. On prend même l'élection présidentielle de 2020 et 2025 qu'il a organisée. L'élection présidentielle de 2025. On sait quel contexte cela a été organisé. Ça a été soldé par quoi? Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu une crise en 2020. C'était une crise artificielle, toi-même tu le sais. Également, créée par l'opposition. En 2025, nous sommes dans l'élection de 2025. Quel est aujourd'hui le bilan de cette élection? Il y a près de 1000 personnes en prison. Bon,
même quand on prend l'élection législative... Ils sont poursuivis pour des délits de droit commun. Ils sont poursuivis. Non, il faut préciser. Non, ce n'est pas pour des délits politiques. Ce n'est pas pour des infractions politiques. C'est pour des délits de droit commun. Jérôme Dri, poursuivez. Vraiment, tu es complaisant dans ta note que tu donnes à Cubier. Je suis d'une rigueur intenable. Non, tu n'es pas d'une rigueur intenable. Sinon, à regarder le bilan de la CI, le bilan de la CI n'est pas élogieux comme on veut nous faire croire. Moi, je prends les faits. Quand on prend les faits, il faut regarder les faits. Élection 2025, d'abord, révision de la liste électorale, 6 révisions, il a fait 3. On ne sait pour quelle raison. On nous dit, on ne sait pas s'il y avait un brin de budget, on ne sait pas. 3 révisions. L'élection 2025, on sait comment cela s'est soldé avec 80 morts. L'élection 2020 d'abord, 2025. Pas du fait de Cubier. 2025, même scénario. On revient même aux élections qu'il a organisées, que ce soit les législatives, cela a été truffé de fraude. Donc, devant un tel tableau, on ne peut pas venir s'asseoir sur un plateau pour dire que non, il a un bilan élogieux. Il faut le faire avec vraiment beaucoup de modération pour ne pas choquer la susceptibilité des Ivoiriens. Quand on sait que Cubier, à son arrivée en septembre 2019, et les partis d'opposition l'ont identifié comme il était très proche du RHDP. Et Débaï l'a indiqué tout à l'heure, il était très subtil. Allez-y prendre un ange pour le mettre à la tête de la CEI maintenant. Parce que je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait l'ange Gabriel pour venir gouverner la CEI. Il était très subtil dans sa partialité. Tout le Cubier qui n'a jamais fait de politique soupçonnée. Il fallait prendre l'ange Gabriel pour diriger la CEI. Non, ce n'est pas Kayoko, s'il vous plaît. Quand on regarde ça, on ne peut pas dire aujourd'hui, on peut peut-être avec un peu de recul dire que c'est un bilan mitigé, mais vraiment, ce n'est pas un bilan élogieux, et encore moins, il ne peut pas avoir 10/10 comme Bakayoko l'a dit, parce que Bakayoko, il serait un mauvais... Vous donneriez quelle note? À la fin, quelle note? Mitigé. Non, à la limite, pour être un peu large, je donnerais 5/10. Pour être large, sinon c'est entre 3 et 4. Bon, finalement, on va finir par distribuer des cartons sur ce plateau. Mais moi, je pense que quand il donne 5/10, je suis satisfait. Quand il dit c'est mitigé, je suis satisfait. Non, j'aurais souhaité qu'il dise... Lui, il a dit 5 aussi. Je suis satisfait. Parce que mitigé lui-même, le chiffre, il a dit 5/10. Ça devrait suffire. C'est la moyenne. Pour dire, oui, ça devrait suffire pour dire, si ce n'est pas élogieux, ce n'est pas désastreux. Le rôle d'une CI n'est pas d'avoir 10/10. Aucun parti politique n'a 10/10. Dans aucune institution, on ne fait 10/10. Dans aucun pays, on aurait une élection 10/10. Même aux États-Unis. Actuellement, Trump veut durcir les modalités de vote. Il demande des pièces d'identité et des photos. Donc même là-bas, il y a un problème. Et lui qui a été élu, il a passé son temps à discréditer le système, à dire il y a la fraude, il y a la fraude, il y a la fraude, il a été élu. Et 4 ans auparavant, on a vu ce qui s'est passé. Il a bloqué le système, il a mis en péril le système. Cela dit, la CI, c'est une commission. Une commission avec des commissaires. Cubier ne se lève pas seul pour décider. Et jusqu'à une période récente, il y avait des représentants du PDCI, du PPACI qui en sont sortis. Donc, c'est des réunions qui se font. Et puis, on discute, ils discutent, et puis les décisions sont prises. Quand on perd ça de vue, on peut accabler Cubier, dire que c'est un magistrat brillant, un partisan intelligent. On peut entretenir une suspicion qui, de mon point de vue, n'est pas légitime. Parce qu'ils sont nombreux. Et aucun des membres de la CI, aucun commissaire, même ceux qui sont sortis, PPACI n'a dit un jour... Cubier a pris seul les décisions, on était à la réunion, on n'est pas au courant, aucun, pendant plusieurs années, jusqu'à leur sortie. L'opposant Alain Dogou était dans la commission. Donc, quand on sait ça, on mitige aussi sa critique. Et quand on est à 3, 4, 5, on peut donner 1 ou 2 à la commission pour dire, tous étaient dedans. Tout le monde, jusqu'à ce que les gens sortent. Tout le temps, ils sont restés, on peut considérer qu'ils étaient d'accord, puisque... personne ne les a contraints à rester. Il y a eu des réunions. Est-ce qu'ils étaient majoritaires dans la commission? Au moins, ils sont d'accord. La majorité, l'absence de majorité ne signifie pas que c'est faux. Vous êtes 15, vous prenez une décision à 9, à 8, elle est valable. Les 7 s'alignent, ils assument, ils endossent. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas parce qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, le PCI est 30, quand on prend une décision qui n'est pas valable. Et puis, même si la majorité est seulement d'une voix, le reste, ils sont obligés d'assumer et puis la vie continue.
Donc il faut accepter la démocratie et sur cette base-là, avoir un peu plus de tempérance, un peu plus de mesure pour appréhender le bilan de on peut être Kouibier. d'accord, mais quand on dit que ce bilan est Voilà. élogieux, Merci, vraiment, Jérôme. Voilà. Mais quand vous le présentez aussi comme désastreux, comme le responsable de tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas juste. C'est une commission. Si vous accablez l'ensemble des membres, y compris le représentant du PDCI qui était dedans, d'ailleurs il a été accablé aussi, c'est parce que vous pensiez qu'ils étaient là-bas, ils couvraient la forfaiture, que vous leur avez eu de sortir. Mais donc, maintenez leur responsabilité. La CEI était déjà contestée. S'il vous plaît. Non, ça n'a pas été Merci, contesté. Jérôme. La loi a été validée, a été appliquée en connaissance de cause et après les partis étaient sortis et ils sont revenus. Et le PPACI qui n'était pas dedans est entré dedans. Maintenant, vous dites que ce bilan n'est Monsieur, pas s'il vous élogieux. plaît, Voilà. après vos différentes interventions au sujet du bilan, est-ce qu'aujourd'hui, la CEI inspire un peu plus confiance? Sylvain, Oui, mais Sylvain Guédé-Bailly. je ne sais pas si on va continuer avec cette CEI, mais moi, elle m'inspire En pas. 30 minutes rapidement. Oui, moi, 30 elle, secondes, je voulais dire. dans sa configuration actuelle-là, elle ne m'inspire pas confiance si cette configuration doit continuer. Je pense, à mon avis, que la CEI doit aujourd'hui s'aligner sur les standards internationaux. C'est-à-dire, c'est une structure technique, une structure également administrative. On doit la confier à des agents vraiment techniques et y extraire les politiques. Tout ce que Kouibier nous a présenté, je le dis et je le répète, c'était un homme en mission. Et vous ne pouvez pas En organiser mission pour la République, bien sûr. vous ne pouvez pas organiser une élection. Mais il ne peut pas être en Vous ne pouvez mission pas pour organiser une des élection intérêts avec laquelle partisans. on arrive au bout avec 61 contestations. Et je crois que ça en est trop. C'était de tout faire pour minimiser les contestations. Ceux qui contestent, c'était les candidats à cette élection. Et on a même entendu dire des gens qui Il y a des étaient mauvais perdants des gens partout. qui étaient pro. contestation n'est pas preuve On a de- entendu de leur bouche d'incompétence. que cette élection n'était pas, c'était pas mais une c'est bonne les mauvais élection. perdants. D'accord. Elle était Pas prendre la fraude avait les pris grèves dessus. des mauvais La perdants, fraude a été juger de la compétence. Mais si, les mauvais perdants, même les RHDP étaient dedans, c'est des mauvais perdants. Le fait d'avoir tout le monde là-dedans n'est pas gage de crédibilité. Mais raison en plus. Autrement, s'il est en mission, s'il était en mission, il ferait gagner tous les RHDP partout. Il était en mission, plaît. Y compris à Cocody au plateau. Quand le Sylvain candidat Guédé-Bailly, on vous a très bien compris. Quand le candidat du PDCI a voulu là-dessus, s'il vous revenir, quand le plaît. candidat du PDCI a voulu revenir dans cette commission, c'est Kouibier qui s'est opposé à son retour. Oui, mais Alors c'est que- pas un marché. alors que le candidat du PDCI C'est pas un marché. a prêté serment. Il a prêté serment devant. Il y a un serment qui l'empêche de sortir. Non, ce n'est pas s'il devant vous Kouibier plaît. qui a prêté serment. Un serment qui l'empêche de sortir. Mais c'est pas devant Kouibier. C'est pas un marché, un moulin. Voilà, Affaire non, Wakili, c'est s'il vous pas à plaît. Kouibier de S'il vous plaît. s'opposer à C'est son pas un retour. marché, c'est pas un C'est moulin. aussi. Il n'a pas autorisé sa On est sortie. sorti de là avec Il faut une qu'on se dise la avec une vérité commission aussi. boiteuse. Non, on doit Avec se une dire la commission vérité. boiteuse qui n'avait pas On ne peut pas au rester conseil. silencieux Si on souvent. continue à ne pas vouloir Voilà, accepter, c'est pas un vous serez moulin. obligé- Il vous ne l'a serez pas bien autorisé à obligé de sortir. mettre Mais fin à cette commission. qu'est-ce qu'il autorise à sortir À la fin, et qu'est-ce qu'il autorise à revenir? Mais ce n'est pas Je suis dommage. relativement apaisé, mais il est important. Celui qui qui arrive, Voilà, c'est de moi, dire c'est les choses. obligé de déduire. Mais qu'il aille là-bas Je serai pour obligé de demander déduire votre temps qu'il écrive au d'intervention Conseil constitutionnel ou au dans votre tribunal. dans votre prochaine prise de parole. Je serai bien obligé. Pas Kouibier. Sylvain Guédé-Bailly, vous avez 10 secondes pour terminer. Oui, j'ai dit que Kouibier, il a tout son temps, il a passé à faire du juridisme. Ce n'était pas son rôle, c'était une structure administrative. On lui demande d'appliquer des tests. Ce n'était pas à lui d'aller justifier l'élimination de certains candidats. Et sur ce point-là, il a failli. Bon. D'accord. Lansine Bakayoko, la CEI inspire-t-elle davantage confiance aujourd'hui? Vous avez Oui. malheureusement 20 secondes pour Moi, je répondre à pense cette que question. la CEI inspire confiance. Parce que finalement, je ne sais pas, il faut que les Ivoiriens apprennent à être cohérents. Quand le ministère de l'Intérieur organisait les élections, ceux qui contestent aujourd'hui la CEI, c'est ceux-là qui contestaient l'organisation des élections par le ministère. Peut-être, et quand l'ONU nous a aidé à organiser les élections en 2010, les mêmes ont contesté la présence de l'ONU dans l'organisation des élections. Je pense que la CEI, le plan de la CEI, son rôle, c'est de faire du juridisme. Ça, il faut que ce soit clair. Le plan de la CEI, son rôle n'est pas de faire des arrangements politiques. Son rôle, c'est de faire du juridisme, c'est de faire appliquer les règles dans toute leur rigueur. C'est bien Et donc, compris. pour moi, même s'il doit y avoir des réformes, il faut que la CEI continue à faire preuve de transparence parce que, in fine, la réalité, ce qu'il faut, c'est que la CEI respecte l'intérêt des partis, C'est bien mais aussi compris. l'intérêt de la du peuple Alors, ivoirien. alors, Du peuple Jérôme, ivoirien. S'il vous plaît, Du Jérôme peuple Brie, ivoirien, comme l'a fait Koulibaly-Cubier. c'est bien compris. Jérôme Brie, à vous, j'aimerais demander, est-ce que vous pensez que la CEI est réellement perçue comme indépendante aujourd'hui? Non.
Pas vraiment. En 20 secondes aussi. Non, pas vraiment. La CEI n'est pas, Pas une seconde de plus. institution indépendante. La preuve, le président est nommé. Le président de la CEI est nommé par qui? On sait qui nomme le président de la CEI. Non. Et puis... Non, mais C'est une élection. C'est une élection. Non, quand il est Non, élu, il y a une élection. celui qui est élu, Celui qui prend les décrets. Sur 19 c'est membres. qui prend le décret. Lansine Tout le monde l'a Bakayoko, élu. s'il vous plaît. C'est son avis, on le respecte. Allez-y. Non, mais il ne faut pas déformer la réalité. C'est une élection. Nous sommes Il a été Nous nommé. avons vu un président de la CEI ici qui a été très intègre, tous les Ivoiriens ont apprécié. Parce qu'il a fait ce qu'il a fait, donc il était Non, intègre. mais il était intègre parce qu'on a vu dans son fonctionnement. Parce qu'il a spolié Gueye Aubin, parce qu'il a spolié le général Gueye. Ahmed, la CEI, il n'a pas spolié. Comme il a spolié le général Gueye, il a été un très bon président de la commission. Non, il a spolié le général Gueye. Il a été proclamé. Il a spolié. Non, Alors, merci, monsieur. Non, je dis pour terminer que Merci, la CEI dans ce format-là, on ne peut pas continuer avec cette CEI-là, parce qu'on sait quels sont les dégâts que cette CEI a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut essayer de revoir. Et je souligne aussi qu'il faudrait que les partis politiques sortent un peu de leur hypocrisie. Ils sortent un peu de leur hypocrisie. C'est vrai, on ne veut pas d'une CEI qui rassemble les partis politiques. En même temps, on accepte de l'entendre. Il faudrait réformer cette CEI-là, extraire également les partis politiques. Et puis, bon, pourquoi pas essayer avec la société civile. Par rapport à la candidature, On termine avec vous en 10 secondes. L'intégrité de Guy Honoré, que je respecte, n'a pas fait l'unanimité en son temps. 1. 2. Net. Le président de la CEI est élu, ensuite nommé par décret, comme beaucoup d'institutions tout aussi indépendantes. Concernant le format, le schéma, moi je pense qu'il faut maintenir le même format et l'améliorer et regarder, parce que revenir à l'administration, comme il a indiqué, ne va pas résoudre les choses. Et dernier point, je donne l'exemple des conseils municipaux. Voyez-vous, un conseil municipal, quelqu'un gagne une élection à 40%, il a la majorité, il a au moins la moitié des sièges et on partage le reste au taux de chacun, à la proportionnelle. Mais il faut peut-être faire une CEI proportionnelle. On ne peut pas laisser des résultats électoraux et puis mettre en place des institutions chargées des élections pour les acteurs politiques aux mains de présumés techniciens, de présumés experts ou administratifs, je ne sais pas quelles sont leurs compétences, qu'est-ce qu'ils savent mieux que d'autres, et puis décider du destin des acteurs politiques. Voilà, le débat, on aura l'occasion de le refaire en entier, et puis on parlera. Ce sera l'objet d'un prochain débat. On essaie l'autre chose. Jérôme Dry, merci infiniment. Nous arrivons au terme de ce club de la presse dans lequel j'ai eu beaucoup de difficultés à opérer ma modération. Merci à vous, chers invités, Jérôme Dry, Sylvain Guédé-Bailly, Lansine Bakayoko et Alafé Ouakili. Merci à vous, Davy Soyo, notre reporter. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de RTI 1 pour votre confiance. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro du Club de la Presse.